Bonjour et bienvenue dans le temps de la transformation, le podcast qui donne de la perspective à la transformation digitale. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui témoigne en 15 minutes de son contexte et de son expérience. Et aujourd'hui, je reçois André Schwab qui va nous parler de transformation dans le secteur public et de start-up d'État. Bonjour André, alors au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance, vous êtes le chef de service soutien au réseau à la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Pourriez-vous nous rappeler déjà en quelques mots la mission de la DGCCRF ? Bonjour, la mission de la DGCCRF est d'assurer la confiance dans le commerce et dans les transactions. Nous sommes là pour lutter contre les fraudes et les tromperies dans les relations entre commerçants et consommateurs et pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans les relations entre entreprises. Donc, ceci inclut les fraudes diverses, les arnaques, les délais de paiement, les négociations un peu tronquées, les abus de position dominante. D'accord. Nous sommes environ 3000 fonctionnaires, dont 2500 en contrôle et en enquête, quelquefois des contrôles simples et quelquefois des contrôles très compliqués et des enquêtes très sophistiquées. Vous avez annoncé en février dernier le déploiement national de la plateforme Signal Conso, un projet que vous avez, je crois, lancé en 2018 dans le cadre de ce qu'on appelle une start-up d'État. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce qu'est une start-up d'État et son articulation aussi avec les incubateurs ? Par exemple, comment est-ce qu'elle est financée, gouvernée, etc. Les start-up d'État sont un programme très innovateur qui est soutenu par la DINUM, la Direction du numérique de l'État. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, tous les détails sont sur le site beta.gouv.fr. En pratique, la Direction du numérique de l'État, qui est la DSI centrale de l'État, fournit un accompagnement technique, méthodologique et même un financement après appel à projet. Donc l'administration bénéficiaire, au cas particulier c'était nous la DGCCRF, mais il y a plus d'une vingtaine ou plus d'une trentaine de projets en cours, décrit son projet, s'engage à désigner un intrapreneur, un entrepreneur interne à plein temps, et bien entendu à soutenir la réalisation du projet. Et de l'autre côté, la direction du numérique apporte un soutien et trouve des équipes pour la réalisation, depuis le coaching jusqu'à la réalisation technique. Ce qui est très important, c'est cette articulation entre l'équipe de la start-up d'État et l'administration qui porte. Donc nous avons pris ça très au sérieux et la start-up d'État est une équipe projet et qui a accès par ailleurs à l'ensemble des ressources de notre réseau. Elle a accès à nos utilisateurs, nos usagers, tous les consommateurs ou les entreprises, et elle a accès aux cadres et aux enquêteurs sur le terrain. Il est important dans toute start-up d'État qu'elle soit bien ancrée dans la réalité et que ne soit pas simplement un petit bouton qui pousse de son côté. Dans notre cas particulier, nous avons logé le projet dans le bureau qui était en charge de la qualité, la méthode, la MOA et la stratégie, ce qui a permis, je pense, d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'une part une grande autonomie de la part de cette start-up qui a pu fonctionner de manière autonome avec ses propres ressources et le soutien de la DINUM, et d'autre part, l'accès à toutes les ressources internes et surtout, ce qui était important, être sûr qu'elle était parfaitement alignée avec notre stratégie au long terme. Maintenant que la plateforme Signal Conso est déployée au niveau national, est-ce qu'elle va devoir réintégrer les procédures standards du coup de la DGCCRF ? Et le cas échéant, est-ce que vous pensez que les méthodes agiles de la start-up pourront être préservées dans ce nouveau cadre ? Ou est-ce que ça ne serait pas un moyen d'acculturer l'organisation de la DGCCRF ? Vous m'enlevez les mots de la bouche, bien entendu, c'est un peu les deux. Donc la question s'est posée après deux ans d'exercice. 2 ans, ça permet quand même aux enfants de marcher. Est-ce qu'il faut continuer en mode start-up ou est-ce qu'il faut l'intégrer complètement comme un projet traditionnel avec les cycles de maintenance, une MOA, une MOE ? Et donc le choix que nous avons fait, c'est de continuer quand même pendant encore au moins une bonne année, voire 2 ans dans ce cycle assez autonome et dans un monde très agile, mais toutefois en arrimant plus ce vaisseau
qui était assez indépendant et qui pouvait vivre quelque part en stand-alone, à l'ensemble du système d'information, parce que ça devient indispensable, parce qu'il faut commencer à partager des référentiels, les carnets d'adresses, les bases de traitement du courrier, et que le mode complètement indépendant ne peut plus fonctionner. Et en échange également, l'expérience acquise en matière d'agilité va servir pour développer d'autres projets, parce que l'agile est quelquefois la meilleure solution pour certaines évolutions. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Donc effectivement, on continue en mode start-up, mais de manière encore plus intégrée avec le SI et avec une tentative aussi d'acculturation et d'amélioration de nos pratiques anciennes. Très clair. Alors, revenons justement à la DGCCRF, parce que je sais que vous avez un plan stratégique publié récemment 2020-2025, avec une très forte coloration de culture digitale. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu les grandes lignes, mais aussi sa genèse, parce que finalement le plan lui-même a été établi avec des méthodes qui pour moi sont vraiment des méthodes de la culture digitale. Alors, d'abord, le plan de transformation de la DGCCRF s'incarne dans le mouvement général de transformation de l'État, mais vous savez bien que l'État n'est pas homogène et il y a une énorme diversité d'activités dans l'ensemble du champ étatique, mais tous ceux qui connaissent les grands groupes connaissent la même chose et 10 filiales peuvent avoir des politiques très différentes. Nous, ce que nous avons fait dans notre cadre, c'est que, et comme pour toute bonne transformation, il faut d'abord savoir où on veut aller et puis pourquoi se transformer, avoir une bonne idée de ce que l'on veut atteindre et de préparer les étapes et d'associer le maximum de personnes. Alors, nous avons fait appel à un cabinet de consultants parce que tout au début, la bonne méthode, c'est quand même de s'associer à des professionnels qui vous permettent de structurer votre démarche et de bien comprendre, comme on dit méchamment, les consultants prennent votre montre et vous dire quelle heure il est, sauf qu'eux, au moins, ils savent la lire. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi répandu que l'on peut le croire. Donc nous avons défini une mission pour les consultants de 3 mois, très précise, avec 3 livrables extrêmement définis. Il fallait faire une revue de notre portefeuille d'activités. Nous voulions disposer d'un outil de scoring pour que cette revue de portefeuille puisse nous servir à faire évoluer le portefeuille après. Et nous voulions un plan de transformation avec toutes les étapes qui vont bien. Et le tout en associant dans des méthodes les plus ouvertes possibles, par ateliers, des ateliers de construction, dans des labs, le maximum de personnes. Donc nous avons quand même réussi à faire travailler plus de 80 personnes dans des modes assez interactifs, et bien entendu 80 personnes sans acception de personnes, ni de grade, tout le monde mélangé. Et à l'issue des 3 mois, nous avons reçu les 3 livrables que nous voulions, et nous avons fait une deuxième chose, c'est que nous les avons digérés et réécrits. En fait, une transformation ne fonctionne pas si on ne fait que lire des documents. Une transformation qui fonctionne, c'est quand on réécrit son propre récit. Et donc, bien sûr, nous n'avons rien jeté de ce que nous ont écrit les consultants, mais nous nous sommes réappropriés. Nous avons beaucoup formé. Nous avons formé plus de 140 personnes aux méthodes. Et une équipe a été chargée d'animer la réécriture et l'appropriation des chantiers par les futurs porteurs de chantier. Il nous a semblé essentiel que chacun des 14 porteurs de chantier ait réécrit lui-même sa feuille de route avec ses mots, même si, bien entendu, l'histoire était un petit peu écrite d'avance. Et ainsi, ce travail de digestion et de réécriture a encore pris 3 mois et a permis de faire un séminaire de lancement dans lequel les 14 porteurs de chantier, tous associés avec une région pilote pour être sûr que la centrale ne fait pas son travail dans son coin et qu'on reste bien ancré dans la réalité, ont permis de commencer nos 14 chantiers de transformation. Voilà. Ça a donc été un travail, d'une part, très participatif. C'était un travail qui a eu des apports externes, des apports intellectuels importants, mais aussi un travail interne extrêmement fort, parce qu'il fallait bien mélanger cette compréhension de nos enjeux, une certaine hauteur d'esprit, un certain recul, mais surtout l'ancrer dans une réalité concrète. Oui, bien sûr. Alors, c'est qui ces 14 porteurs de projets? Ils faisaient quoi avant? Alors, c'est un point extrêmement important. Un porteur de projet, c'était d'abord un professionnel qui exerce une fonction, si possible, pas trop éloignée du chantier sur lequel on va le mettre, bien entendu. Je vais vous donner un exemple. Le chantier numéro 1, c'est redéfinir le métier de la CCRF et surtout le réorienter vers les enquêtes.
moins de contrôle, plus d'enquête. Mais un enquêteur ne fait pas la même chose, c'est quand même pas tout à fait la même chose que le contrôleur, il y a des méthodes à acquérir. Pour prendre comme chef de ce chantier, nous avons pris le directeur adjoint de notre service national d'enquête. C'est un service spécialisé qui n'a, lui, que des enquêteurs. Donc il a une réelle pratique, il voit très bien quel est ce métier. Ça, c'était le cas d'un projet métier. Ensuite, nous avons un projet très numérique, à l'inverse, qui est celui d'équiper l'ensemble de nos contrôleurs d'outils de mobilité. Puisqu'un contrôleur ou un enquêteur, il se déplace. Là, c'est un projet informatique beaucoup plus classique, et dans lequel là, il y a une équipe vraiment dédiée, avec une MOA, une équipe MOA, une MOE, des développeurs dédiés, des concepteurs, etc. Et là, l'organisation est une organisation beaucoup plus traditionnelle, comme celle d'un autre métier, d'un autre projet. Pour conclure ce podcast, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous pensez de la maturité digitale de l'administration de manière générale, et à l'instar du secteur privé, si vous y retrouvez les mêmes disparités d'une administration à l'autre que l'on peut retrouver entre des entreprises au sein d'un même marché? Alors, mon expérience est effectivement riche, et j'ai vu aussi bien le privé et puis du très 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 privé, puisque j'ai même été dans un cabinet d'audit dont j'étais le DSI, donc j'ai bien vu comment fonctionnait le monde très privé, j'étais dans des grands opérateurs, j'étais à la transformation de l'État. Donc d'abord, ce qui me frappe, et j'étais aussi greffe, ce qui me frappe, c'est la profonde homogénéité de tout ce monde. Les problématiques de transformation sont en fait très proches, et les facteurs déterminants ne sont pas tant le statut des opérateurs que leur taille, que leur inertie, que leur éventuelle exposition au marché. Quand vous êtes dans un marché et dans une entreprise que l'on appellerait de rente, c'est-à-dire dont les revenus viennent des investissements passés, vous avez beaucoup de temps devant vous, et c'est le cas de certains grands groupes industriels ou de groupes administratifs, comme l'administration. Vous pouvez être à l'opposé, être dans un monde où l'actualité est extrêmement forte et vous êtes dans une très grande instabilité. Et ce n'est pas seulement lié au statut, c'est vraiment lié à votre activité. La deuxième chose, c'est que dans les entreprises comme dans l'administration, il n'y a pas d'homogénéité. On ne va pas dire c'est l'entreprise et l'administration. L'administration, c'est 6 millions de fonctionnaires, c'est gigantesque, et vous avez là-dedans des administrations territoriales, vous avez des opérateurs de 200 personnes, et vous avez l'éducation nationale avec 1 million de professeurs. Donc toutes ces problématiques sont extrêmement différentes, et de la même façon, quand vous êtes le DSI ou le directeur de la transformation d'un grand groupe, vous avez des filiales extrêmement autonomes et qui sont sur des niches et sur un marché national, et vous avez des réseaux qui sont internationaux et qui ont une inertie ou une dynamique qui sont très différentes. Donc à nouveau, je pense que le point essentiel n'est pas privé, public, le point essentiel, ce sont les conditions d'exécution de la mission. Les points qui sont vraiment très communs aussi à l'ensemble de tous ces mondes, c'est le fonctionnement et l'interfonctionnement des SI et des outils. Les entreprises privées naissent généralement ou se développent par agression et agrégation de ressources, de filiales acquises, etc. Et donc il y a un historique extrêmement long et une difficulté à digérer la diversité des systèmes d'information. Les administrations, c'est pareil. L'informatique se fait par îlot. Et lorsque des administrations doivent collaborer, elles se rendent compte qu'en fait, elles ont des histoires anciennes tellement différentes que leur système fonctionne très peu. Rien que de trouver, lors du Covid, un système de vidéo ou de visioconférence qui soit commun à l'ensemble des administrations, c'est un vrai casse-tête. Et ensuite, quand il faut en plus travailler avec l'extérieur. Et tout le monde a ces mêmes problèmes, les contraintes de sécurité, bref, les historiques. Donc, pour moi, je pense que ça, c'était en fait les contraintes. Mais je pense que le point qui est positif, et dans mon expérience, c'est que la transformation peut se faire. La transformation peut toujours se faire, aussi bien dans le privé que dans le public, à condition d'abord que la transformation soit adaptée à la cible et aux gens et à la taille de ce que l'on veut faire. Donc, il faut par ailleurs que les conditions de transformation soient bien en place. En fait, il faut que 3 planètes soient alignées pour qu'on puisse faire une transformation efficace. Un chef qui veut le changer, une structure qui supportera le changement et des gens qui l'apporteront. Eh ouais, super. Eh bien, merci beaucoup André, c'était très clair et très instructif.